Merci à Interphone d'être partenaire de cette 3e saison du podcast des entrepreneurs inspirants. Interphone, l'opérateur télécom 100% dédié aux entreprises. Et donc je dois les prévenir que je vais être moins là, que leur repas ne sera pas toujours sur la table à l'heure, qu'il faudra m'aider à aller chercher des choses. Je suis quelqu'un qui a absolument besoin d'organisation, de rangement. C'est capital pour moi, sinon je suis extrêmement malheureuse. Et donc je me mets d'accord avec mon entourage pour dire « Ok, j'ai besoin de vous pour pouvoir réaliser ce projet ». Bonjour et bienvenue sur le podcast des entrepreneurs inspirants. Chaque épisode vous offre un aperçu de l'histoire d'un ou d'une entrepreneur qui éclaire et inspire à travers sa vision et son parcours. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir d'accueillir Sylvie Michel, cofondatrice de Loupipack. Je suis Geoffroy Josquin et je suis impatient de vous faire découvrir cette histoire inspirante. Bonjour Sylvie, comment vas-tu aujourd'hui ? Un peu fatiguée, j'ai l'impression. Bonjour Geoffroy, merci pour cette invitation et cette occasion. Oui, fatiguée parce que je reviens de 3-4 jours de salon à Paris et c'était intense. Donc, voilà. Mais ça s'est bien passé. Extrêmement bien passé. C'est l'essentiel. Oui, de belles rencontres et ça rencontrait totalement nos espoirs du début. Donc vraiment très bien. Donc pour commencer, pourrais-tu un peu partager avec nous le projet Loupipack et en quoi ça consiste ? Loupipack, en fait, ce sont des emballages réutilisables qui sont destinés, dont la destination est de remplacer des emballages à usage unique. Alors, pour faire simple, ce sont des caisses en carton, des enveloppes en plastique, des enveloppes en carton, donc tout ce qui est emballage d'expédition, également le film plastique autour des palettes. Et voilà, donc c'est la particularité de notre concept, c'est que nos emballages sont faits à partir de déchets, qui sont donc des bâches publicitaires usagées et des panneaux d'agence immobilière, donc des panneaux alvéolaires pour la rigidité de nos emballages. Alors évidemment, autre particularité qui nous tient particulièrement à cœur, c'est que ces emballages sont réalisés dans des entreprises de travail adaptées, pour l'instant belges, et puis finalement ce concept pourrait être implanté n'importe où, puisque des déchets, il y en a partout, et des entreprises de travail adaptées, des entreprises sociales, il y en a également partout. Pourrais-tu nous emmener à travers les moments clés de ton aventure entrepreneuriale, de la genèse de ton parcours jusqu'à aujourd'hui ? En ce qui concerne vraiment Loupipack, l'idée est venue d'un commerce en ligne que nous avions depuis 2019 avec mon mari. Et dans ce commerce en ligne, nous avions déjà ce concept de consigne, donc d'envoyer des aliments dans des emballages consignés. Donc on avait essayé d'éliminer l'emballage direct des aliments. Donc on pouvait vous envoyer du riz, de la farine, des biscuits dans des sacs consignés que les gens nous renvoyaient et que l'on lavait et réutilisait. Puis on s'est dit, tiens, finalement, tous ces emballages réutilisables, c'est très bien, on a éliminé beaucoup de déchets, mais on les met encore dans une caisse en carton. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce propos ? Et c'est là que forcément le cerveau se met en ébullition et qu'on a trouvé ce concept de caisse réutilisable avec des challenges qui étaient il faut qu'elle puisse se replier pour son retour à vide, qu'elle soit plus solide que le carton, qu'elle soit imperméable, conçue en matériaux usagés, avec l'aspect social qui était cher à notre cœur et également plus écologique évidemment que l'emballage à usage unique qu'elle remplace. Alors par la suite, c'est de l'éco-conception, on fait ça d'abord dans du carton finalement, puis dans du tissu et puis on se déplace dans des entreprises de travail adaptées avec lesquelles je travaillais déjà depuis 4 ans pour vraiment concevoir avec des machines professionnelles, avec clairement avec des opératrices qui sont bien plus capables que moi dans ce domaine, même si je sais coudre et co-concevoir, c'est beaucoup mieux de faire ça avec des professionnels. Et on lance le projet, on le teste d'abord dans l'e-commerce dans lequel on pensait que c'était utile. On teste auprès des clients. Ça marche plutôt bien, le retour est très positif. Les gens choisissent Loupipack pour l'expédition de leurs colis et puis surtout recommandent de nouveau en Loupipack. On fait évidemment des bêtises au début, on a des ajustements à faire, donc en quelques mois on ajuste et on se rend compte qu'il y a 3 conditions pour qu'un emballage revienne. C'est que la première, c'est qu'il faut donner le choix, donc informer le client sur le fait qu'il va recevoir un emballage réutilisable et qu'il va falloir le renvoyer, lui faire payer une consigne. C'est important dans la tête des gens. S'ils ont payé un petit montant, aussi petit soit-il, on est certain
qu'il va avoir envie de récupérer ce montant et suivre l'emballage. Donc, nos caisses Lopipac sont étiquetées d'un code barre, donc on est sur de la low-tech, nous. Un petit code barre qui nous permet de suivre et de savoir où se trouve l'emballage. Est-ce qu'il est chez le client? Est-ce qu'il est chez nous? Ou est-ce qu'il est en lavage? Il vient d'être conçu. Voilà, à tous les niveaux, on sait où il est. Et donc, on peut continuer à converser avec le client et lui demander de le renvoyer s'il a oublié. Et si on se penche un peu plus sur ton parcours à toi, as-tu toujours eu ce penchant pour l'entrepreneuriat? Non, non, et je ne viens pas particulièrement d'une famille d'entrepreneurs, même si mon frère l'était quand même. Non, simplement un parcours assez classique, je suis comme tout le monde. J'ai d'abord fait des études de secrétariat de direction, après avoir essayé le droit. Mon diplôme en main à 22 ans, mais voilà, je suis employée dans une compagnie internationale pendant 10 ans. Et après 10 ans, ben voilà, j'ai déjà 4 enfants. et donc après la dernière, donc la 4e, je veux dire plutôt, je décide d'arrêter de travailler et de devenir ce que j'appelle moi mère à temps plein. Parce que c'est vraiment un emploi à temps plein, surtout que je mets la barre assez haut. Donc j'ai des enfants qui font de la musique, qui suivent du solfège, qui font du sport, je suis taxi. Et voilà, je fais tout ce que les mamans font, mais j'essaie de le faire vraiment très très bien. Et après, mais sachant très bien qu'un jour je retravaillerai, parce que j'aime travailler, c'est important pour moi. Et puis les enfants grandissent, d'autres projets se mettent en place. J'ai l'envie de combler un vide qui est l'organisation d'activités pour des enfants de 2 ans à 12 ans. Et donc, je me forme, je suis des formations pour être certifiée et pouvoir le faire. Et donc, je crois que c'est à 38 ans, je suis notamment une formation de directrice de maison d'enfants. 2 ans plus tard, j'ai mon diplôme. Et puis, 2 ans plus tard encore, je n'ai toujours pas ouvert ma maison d'enfants, me revient en tête quelque chose qui était quand même vraiment là depuis le début. Je savais qu'un jour, j'adopterais un enfant. C'était évident pour moi que j'allais avoir beaucoup d'enfants et que l'adoption ferait partie de ce circuit. Et voilà, je suis ce que je suis. Quand j'ai une idée en tête, elle ne passe pas comme ça. Et donc, on entame c'est vraiment un projet familial, avec toute la famille, une formation qui dure 1 an, qui est vraiment, c'est le scanner du parent idéal. Et on introduit notre dossier en mars, 1 an plus tard. En juillet, on nous appelle. Notre dossier a croisé celui d'une petite fille de 4 ans et demi qui se trouve en Afrique du Sud, à Johannesburg. 15 jours plus tard, on est à Johannesburg. Et 15 jours plus tard, elle est en Belgique avec nous. Elle fait partie de notre famille. Elle a maintenant 17 ans. Elle est extraordinaire. Et voilà, on est une famille de 7 d'un coup, évidemment. Et voilà. Et c'est seulement 2 ans plus tard qu'alors je monte mon projet d'entrepreneur. À ce moment-là, de créer vraiment une maison d'enfants à partir de rien. Alors, c'est une maison d'enfants qui peut accueillir 25 équivalents temps plein. Il y a 2 sections. Ça représente à peu près entre 35 et 40 enfants inscrits, avec entre 5 et 7 personnes qui travaillent au quotidien. C'est un projet entrepreneurial très différent de celui que j'ai maintenant, puisque le produit, l'article, est un enfant et des parents. Et donc, il y a tout l'aspect sécurité qui est vraiment là autour. Le déploiement d'un projet pédagogique, parce que de la même façon que je mets toujours la barre très haut dans l'éducation de mes enfants, forcément pour ce projet, c'était important que l'enfant soit au centre de tout ce qu'on mettait en place. Donc un développement, un projet pédagogique très abouti, un trio entre les parents, l'enfant et nous, sachant qu'il est quand même vraiment au milieu. Lui apporter un enfant, c'est comme une barbe à papa, hein, mais je parle du personnage de dessin animé. Chaque fois que vous lui laissez une porte, un petit endroit pour s'introduire, il s'introduit. C'est un ogre, il a soif de connaissances continuellement, il a besoin de beaucoup de bienveillance, qu'on l'observe, et vous apprenez énormément à son contact. Et donc j'ai vécu là 4 ans de projet, puisque après j'ai revendu cette activité. C'était le bonheur total. Pourquoi est-ce que tu as revendu alors ? Alors,
j'ai arrêté ce projet, je l'ai revendu fin décembre 2017, donc après 4 ans de fonctionnement et tout à fait rentable, parce que quelques mois avant, donc début 2017, j'ai assisté à une conférence de Bea Johnson, qui est Madame Zéro Déchet, donc c'est elle vraiment qui est à l'initiative de ce concept du zéro déchet, voilà. Et c'était une période dans ma vie où j'étais quand même extrêmement active, donc il y avait la famille, 5 enfants, un projet entrepreneurial. Moi, je travaillais 60 à 70 heures par semaine, fatiguée, très fatiguée, mais heureuse. Et elle arrive, ce message arrive à un moment où c'est difficile de tout porter, voilà. Et elle vient avec un message de simplicité, comment simplifier ma vie au quotidien, avec un message de sobriété et en plus d'économie. Voilà. Et forcément, je m'informe. Et comme je vais toujours assez vite, quand j'ai une idée dans la tête, je la mets assez vite en place. Dès les jours qui ont suivi, j'ai attaqué pièce par pièce dans la maison. Et j'ai vidé. J'ai rempli un garage de 2 voitures d'un tas d'objets à vendre et à donner. Tout ce qui était en double, tout ce qui n'avait pas servi depuis un an, le superflu. Et j'ai emmené tout le monde, évidemment, dans la vague. Volontairement, ils ont tous suivi volontairement? Non. Alors, non. D'abord, j'ai des grands ados à ce moment-là, donc très difficile. Je dirais que... Et voilà, on est 7 sur les 6. J'en ai 2 sur 6 qui suivent très très bien, et qui sont contents et voilà, et vraiment fiers finalement. Et puis les autres, certains qui limite me mettent une grosse croix rouge sur leur chambre. Tu ne débarqueras pas dans notre chambre. Hors de question que tu fasses le zéro déchet dans la salle de bain, etc., etc. Jusqu'au bar de mon mari, le jour où forcément je m'attaque au bar où il y a 60 bouteilles qu'on n'ouvre jamais. Voilà. Si ce n'est moi pour en mettre dans la sauce cocktail. Mais voilà, et donc j'ai beaucoup de réticence. Parce que forcément, je suis plus avancée qu'eux dans le concept, je le comprends bien et j'ai malheureusement ce gros problème de ne pas pouvoir expliquer pourquoi ce que l'on fait et ce que l'on doit faire est bien. C'est le gros problème que j'ai depuis toute ma vie, mais maintenant je sais pourquoi, parce que je me suis informée sur ce que j'étais et pourquoi j'ai tant de mal à expliquer les étapes. Et en plus, je vis, moi, à la maison, dans un monde d'esprit cartésien. Je suis tout à fait à côté de ça, tout à fait à l'opposé. Donc j'ai beaucoup de mal de leur expliquer le A plus B pour arriver à ça. Et donc c'est quand on aboutit et que le résultat est là, que là ils disent « Ah, mais en fait, c'est bien ce qu'on fait. » Et voilà. Mais donc on y est arrivé, en tout cas le plus proche possible du zéro déchet possible dans une famille grande comme celle-là. Et heureuse de l'avoir fait. Et pourquoi je viens là-dessus? Parce que forcément, il y a une remise en question sur tout cet aspect de vie de grands gaspilleurs qu'on a eu. Des grands voyages, des grandes voitures, des grandes maisons, des grands paniers de courses chaque semaine, du gaspillage parce que finalement on ne consomme pas tout. Très gênée par rapport à ça. Et l'envie d'agir et de réparer le passé. Et donc, on fait des brainstorming avec les enfants, on réfléchit sur des projets à impact que l'on pourrait avoir. Tout le monde est vraiment très partant sur le sujet, mais voilà, il faut que quelqu'un se lance. Et donc, c'est mon mari et moi. On a quitté nos emplois à cette époque-là tous les deux, et on a réfléchi et essayé de lancer. Et c'est comme ça qu'est né ce projet de commerce. Ouais. D'abord, Kiss Planet, donc le projet de commerce en ligne, de produits durables, d'alimentation durable, qui s'arrête d'ailleurs maintenant parce qu'après 5 ans, on n'a jamais réussi à le rendre complètement rentable et maintenant on s'est lancé aussi sur d'autres choses sur lesquelles on a envie d'être à temps plein. À 100%. Quoi. Y a-t-il une personne ou un événement spécifique qui ont influencé ta décision de devenir entrepreneur? Un événement, certainement, c'est cette conférence de Bea Johnson. Une personne en particulier. Tu l'étais déjà avant entrepreneur? Je l'étais déjà avant, oui, puisque j'avais lancé évidemment cette crèche.
je pense qu'on a ça en soi. Je pense que beaucoup de personnes ont envie d'entreprendre, mais ne le feront pas forcément. Parce qu'il faut peut-être une petite dose d'inconscience. Je pense que c'est ça. Parce que c'est dur. Surtout quand on démarre chaque fois de rien. Et moi, je démarre chaque fois de rien. Que ce soit cette maison d'enfants, que ce soit le projet Kiss Planet. On n'a pas racheté quelque chose, on est parti de rien. Graines de Malice et le projet Loupipac, c'est aussi un démarrage de rien. Chaque fois, quand je regarde en arrière, je me dis mais pourquoi tu fais ça ? Comment tu l'as fait ? Et est-ce que tu vas t'arrêter de faire ce genre de choses ? Parce que c'est difficile, c'est une montagne russe, continuelle. Même si on est deux là maintenant, ce qui est quand même plus facile, les autres projets c'était seul. Quand on fait une bêtise, on ne peut s'en vouloir qu'à soi-même. Les réussites, on essaie quand même de les partager. Mais je pense que c'est juste en moi et que j'ai peut-être un petit aspect suicidaire. Je ne sais pas, mais c'est vraiment l'envie en tout cas d'entreprendre, de réussir et d'avancer plus vite. Et j'ai un peu de mal aussi à déléguer. Donc. En tout cas, on retiendra le côté montagne russe émotionnel. C'est vrai que l'entrepreneuriat, ça reste quand même... On en parlait justement avant aussi, c'est effectivement une réalité. Comment tes proches, un peu élargis, ont réagi à ta décision de devenir entrepreneur ? Puisque justement, vous avez une grande famille, ils étaient habitués à t'avoir à 100%. Comment est-ce que la famille réagit à cette décision ? Très positivement. Parce qu'ils ne connaissent pas encore les conséquences de la décision. Donc, c'est d'abord très positivement. Il faut savoir qu'avant d'entreprendre... moi, j'étais devenue au fil du temps la maman de. J'étais devenue Madame Collin, l'épouse de. Mais je n'étais plus Sylvie Michel depuis très longtemps. Et donc, la première étape, en fait, la première chose qui m'a frappée, et difficulté finalement, c'était de redevenir Sylvie Michel. Et donc, avec toutes les conséquences, les décisions qu'on prend, on redevient une personne qu'on était avant et qu'on avait pendant 10 ans complètement laissée de côté. Pour ma famille aussi. Et donc, je dois les prévenir que je vais être moins là, que leur repas ne sera pas toujours sur la table à l'heure, qu'il faudra m'aider à aller chercher des choses. On doit s'organiser. Je suis quelqu'un qui a absolument besoin d'organisation, de rangement. C'est capital pour moi, sinon je suis extrêmement malheureuse. Et donc, je me mets d'accord avec mon entourage pour dire « Ok, j'ai besoin de vous pour pouvoir réaliser ce projet. » Et quelque part dire aussi « Bon, maintenant c'est un peu à moi. Je vous ai consacré une grande partie de ma vie avec énormément de plaisir et envie de décision. Mais maintenant, il va falloir m'aider. » Et donc ça se passe forcément plus ou moins bien. Hein. Il faut le temps à tout le monde de se mettre en ordre de marche. On assume quand même énormément et puis tant pis puisqu'on le fait avec plaisir et qu'on a envie de le faire et d'y arriver. Donc et puis on continue et ça se met en place. Et de par ton expérience, est-ce que tu dirais que démarrer une entreprise en étant une femme est plus compliqué qu'en étant un homme ? Alors c'était plus simple pour moi parce que c'était dans le milieu de l'accueil. J'étais donc dans un milieu essentiellement composé de femmes. J'ai défendu mon projet aussi dans ce cadre-là. Et donc non, c'était assez facile. Je parlais plutôt par rapport justement à ce deuxième travail qui était un peu le travail de maman. Alors, est-ce plus difficile pour une femme oui, sans doute. Je ne sais pas, puisque forcément, je n'ai pas eu le côté masculin de l'entrepreneuriat. On doit ouvrir toutes les portes soi-même. Ça, c'est certain. Mais on est fiers quand on le fait. Donc, si tu avais une baguette magique et l'occasion de revisiter ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment aujourd'hui ? Est-ce que je changerais quelque chose ? J'entreprendrais beaucoup plus tôt. Et alors, déléguer plus, m'informer plus, beaucoup plus créer un réseau un réseau d'entraide, parce que je me rends compte clairement que c'est parce qu'on parle avec les autres, qu'on va à leur rencontre, qu'on avance beaucoup plus vite et mieux. Quelles ont été les sources d'inspiration majeures pour toi en tant qu'entrepreneur, qu'il s'agisse de lecture, de mentors ou d'expériences vécues ? Les sources, c'est mon mari, toutes les expériences qu'il me raconte depuis toujours. Je l'estime beaucoup, il est très intelligent et alors, de toute façon, j'ai tendance à aller chercher toujours les petites choses chez chacun qui m'intéresse. Mais la lecture, ça c'est vraiment quelque chose que je fais beaucoup. Et donc,
professionnellement, il y a eu évidemment le livre de Bea Johnson, il y a celui, la BD de Jean-Marc Jancovici, qui est extrêmement inspirante. C'est pas toujours facile à avaler, à intégrer, mais c'est vraiment très inspirant. Dernièrement, c'est aussi Ralentir ou périr de Timothée Paric, qui m'a éclairé sur finalement ce que c'est que cette notion de PIB qu'on m'a enseignée quand j'étais à l'école et qui est complètement has-been. Mais avec des solutions derrière. Donc j'essaie de lire des gens qui ont quand même plutôt une envie de donner des solutions et d'avancer. Ça, c'est vraiment sur le plan qui est en lien avec ce que je fais maintenant. Et peut-être aussi Flore Berlingen qui a écrit le recyclage, ce grand enfumage. Ça vaut vraiment la peine de lire tout ça pour mieux comprendre nos actes du quotidien sur nos déchets. À titre personnel, c'est vrai que mon mari m'a offert un livre qui est le petit guide. Je pense que c'est à destination des gens qui ne se pensent pas intelligents, mais qui le sont. Et donc, en fait, c'est assez drôle. C'est vraiment des gens intelligents qui ne se trouvent pas très doués. Et alors, quand il m'a offert ce livre avec d'autres, je commence à le lire et je lis la moitié. Et je dis, c'est pas pour moi. Et puis après, je lis la suite qui ne se trouve pas très douée. Et là, je me rends compte de la supercherie, évidemment, et du piège qu'on m'a tendu. Et donc, je l'ai lu et j'ai compris beaucoup mieux mon fonctionnement et pourquoi c'était très difficile parfois dans cette famille dans laquelle je suis. Parce qu'en fait, les gens qui sont... j'ai pas mal d'ingénieurs dans mes enfants, mon mari, etc. Et donc... ils sont très pragmatiques, ils avancent étape par étape, ils sont capables de vous expliquer comment ils sont arrivés à une solution. Et moi, je ne sais pas vous expliquer comment j'arrive à des solutions. Elles m'apparaissent. La solution m'apparaît. Et puis, c'est tout un travail très, très compliqué que je dois mettre en place pour essayer d'identifier les détails qui m'ont amené à ça. Et pour essayer de parler à celui pour qui ça n'est que comme ça que je peux communiquer. Oui, qui a besoin de comprendre le parcours. Et donc, le nombre de fois que je me suis retrouvée dans des situations où forcément on se dispute, dans un petit espace qui est une voiture, par exemple, parce qu'on est allé assister à une réunion avec un client qui a expliqué certaines choses. Et moi, je sais déjà que ça n'est pas la peine d'aller plus loin pour toute une série de choses qui me sont apparues. Et qu'il se fâche sur moi parce que je ne peux pas tirer ces conclusions si vite. Ils ont quand même fait ça et dit ça et ceci et cela. Et je n'arrive pas à leur expliquer pourquoi ça ne va pas. Et quelques jours plus tard, il s'avère que ça y est, ça leur apparaît. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais donc, une fois qu'on sait qu'on est comme ça, j'ai aussi appris qu'il fallait que quand un problème m'apparaît, et c'est toujours comme ça que j'ai fait, mais sans le savoir, il faut juste que je laisse mon cerveau quelques temps, une nuit, quelques jours, et la solution va venir. Au lieu de m'énerver parce que je ne la trouve pas. Et en fin de compte, une fois qu'on le sait, je suis patiente, et de fait, les choses se mettent en place. Et donc, du coup, je me sens un peu moins idiote. Et pas douée. Je me dis que je suis juste un petit peu différente et que j'ai un fonctionnement différent. C'est le principe un peu du subconscient qui travaille pour nous quand on n'est pas conscient. Et donc, c'est peut-être là qu'on a les meilleures idées. C'est pour ça que souvent, les meilleures idées, elles arrivent sous la douche ou des moments où on ne réfléchit pas aux bonnes idées. Et j'invite ceux qui ont l'impression d'être à côté de la plaque et à côté de leur pompe de lire ce livre. Moi, je crois que je suis carrément un cas d'école pour ce livre. C'est une psychiatre vraiment renommée qui a écrit ça. Les premières pages, on se dit oui, bien sûr, c'est encore de la psychologie dessous. Et en fait, petit à petit, on se dit, là, quand même, elle va loin. J'ai l'impression qu'elle est en train de lire dans mon esprit et de retourner sur mon passé. Le mentorat, c'était un des points. C'était quelque chose qui était important pour toi? Extrêmement important. J'ai eu la chance d'être accompagnée. Je suis accompagnée par le réseau Entreprendre. On salue. Je salue par deux mentors de taille qui sont Geoffroy Josquin qui est devant moi et Evan Lalou dans des domaines tout à fait différents et c'est très inspirant de pouvoir partager avec eux et
Et préparer les réunions qu'on a et recevoir des conseils et les appliquer. Et puis alors j'ai été accompagnée aussi dans un accélérateur pendant 1 an, qui est celui de l'accélérateur de KBC et CBC, qui vous oblige finalement à poser des objectifs, à les mesurer et à vérifier qu'ils s'appliquent. Et je continue à faire ça. Donc même une fois sortie de ce type de challenge, je me rends compte qu'en fait, ça ne peut fonctionner que si on se fixe des objectifs. Comme ça, on sait toujours où on en est. Quel est l'accomplissement dont tu es la plus fière dans ton parcours entrepreneurial et que tu souhaiterais partager avec nos auditeurs? Alors, il y en a 2. Il y a clairement cette maison d'enfants que j'ai créée et de pouvoir amener des petits bouts, de les observer et de les amener vraiment à se déployer, à se nourrir continuellement. Ça a été régulièrement, j'y pense. Souvent, j'écoute encore des tas d'émissions à ce propos. Je suis toujours les avancées de l'ONE sur le sujet. On ne peut pas tout faire, sinon franchement, j'aurais vraiment continué que ça. Et alors, l'éco-conception d'emballage, pour remplacer, je suis assez fière de ce que j'arrive à faire. Il faut que je prenne le temps de prendre du recul et d'observer. Parfois, c'est dans les yeux des autres aussi qu'on se rend compte que finalement, ce qu'on fait n'est pas si mal. Mais voilà, je suis fière de le faire et je suis vraiment fière de travailler dans une entreprise avec un impact environnemental et social. Je ne vois pas ce que je ferais d'autre. Et j'aime le faire, j'aime travailler et voilà. À l'inverse, face aux inévitables défis de l'entrepreneuriat, il y en a beaucoup, quel a été ton plus grand obstacle et comment l'as-tu transformé en opportunité? Mon plus grand obstacle, c'est ces incertitudes qui apparaissent toujours et qui viennent me barrer la route et au-dessus desquelles je dois monter, mais ça prend parfois du temps. Si je ne peux pas rentrer par la porte, je rentrerai par le toit, la cheminée. Si je suis convaincue que le message que j'ai à faire passer est juste et est bon, je ferai en sorte de le faire passer. Et puis, j'ai quand même un peu de patience. L'autre question, je suis content de te la poser à toi, puisque c'est voilà. Il y a eu une anecdote qu'on a connue il y a peu de temps, puisque tu as remporté le prix de Namuroise de l'année dans la section création d'entreprise. Félicitations d'ailleurs. Merci. Et donc, ce qui était marrant, c'est j'étais dans la salle par hasard, je me rends compte que tu arrives, donc je ne le savais pas. Et puis après, tu as dit, finalement, c'est presque le hasard, où je me demande comment ils sont arrivés à me sélectionner moi. Et donc, alors que tu as toute ta place, et c'était très légitime. Donc, quel est ton avis par rapport justement à ce côté un peu timide de certains entrepreneurs? Je ne sais pas si c'est de la timidité. Je pense que c'est vraiment toujours l'impression que ce qu'on fait est tout à fait normal et qu'il n'y a pas de raison de récompenser finalement ce qui nous semble normal. Et donc, toutes ces récompenses et parler de soi, et évidemment, ça aide, ça nous aide à avancer, mais ce n'est pas le but premier de l'activité que l'on mène. Mais je joue le jeu parce que je me rends compte que finalement, ça a vraiment un effet boule de neige sur l'activité que l'on a mise en place, que ça aide d'autres finalement aussi à peut-être se lancer, à venir nous voir et nous poser des questions. Et ça, je remarque à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, il y a des connexions, que ce soit sur LinkedIn ou par email, très intéressantes de gens. Je vous ai vu là, est-ce qu'on pourrait parler de ça? Et ça, je le fais volontiers en one-to-one. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien de faire. Si je peux aider, je le fais volontiers. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre? Tu l'as un peu cité tout à l'heure, tu as 55 ans. Est-ce qu'il y a un âge pour entreprendre ou est-ce qu'on peut entreprendre à tout âge? Et là, c'est peut-être un message d'espoir pour beaucoup de personnes qui s'ennuient un peu dans leur quotidien et qui se diraient, qui disent c'est trop tard, le train est passé. Je pense qu'on peut entreprendre à tout âge, évidemment, mais on a un avantage quand on entreprend sur le tard, c'est qu'on a de l'expérience. En principe, on a un peu plus de temps. Les enfants sont grands et on peut enfin se consacrer à son activité. On a de la bouteille, quoi. Et qu'est-ce qu'on risque? Mais je pense qu'entreprendre sur le tard, apparemment, oui, il y a des enquêtes qui démontrent qu'entreprendre après 50 ans a plus de chances de réussir qu'entreprendre à 25. Tant mieux. Ça ajoute de l'eau à mon moulin, mais on a plus de temps et on a de l'expérience. Voilà. On ne se laisse pas trop embêter par les futilités du quotidien. Et comment gères-tu
aujourd'hui, parce qu'on a compris, ça n'a pas toujours été facile, l'équilibre entre tes engagements professionnels et ta vie privée? Alors, ma vie privée, donc ma famille, mes enfants ont la priorité. Ça, c'est certain. Je peux m'arrêter du jour au lendemain s'il y a un problème au sein de ma famille. Parce que c'est là que je me sens la plus utile et ils sont tout simplement les plus importants. Je ne sais pas si mes enfants iront jusqu'à 7 minutes pour écouter le podcast, mais j'en profite pour leur dire qu'ils représentent toute ma vie et je les aime éperdument. Mais pour gérer l'ensemble, un bon agenda. Comme je l'ai dit, j'adore m'organiser et avec les priorités au bon endroit. Et as-tu remarqué un changement du regard des autres de manière élargie par rapport à ton succès quand même entrepreneurial? On parle de succès, je sais que tu ne dois pas aimer ça, mais simplement, tu reçois des prix. Est-ce que tu vois que le regard change un peu dans ton entourage? J'ai l'impression qu'on commence à prendre au sérieux ce que je fais, faire des caisses réutilisables à partir de déchets. C'était pas forcément... je suis pas en train de faire un objet de luxe. C'est de l'innovation pure, personne d'autre ne le fait. Mais un peu plus largement, oui, je commence à avoir des contacts et des gens qui se disent, mais au fond, son truc, ça peut fonctionner. Est-ce que le regard change? Je ne sais pas. Peut-être, un peu. Disons que là, j'ai l'impression que je suis à une charnière où ça va commencer à prendre de l'ampleur et j'espère bien être à la hauteur. As-tu parfois l'impression que tu as l'idée, c'est plus qu'une idée parce que c'est inévitable, on va passer par là, mais peut-être pas au meilleur ou au bon moment? C'est exactement la question. Est-ce qu'on est trop tard, trop tôt, au bon moment? Est-ce qu'on le fait bien? Est-ce qu'on a les capacités de le faire? Moi, je connais mes limitations. Je sais que pour la conception, la mise en relation avec les gens, pour la fabrication, la récupération des déchets, donc la collecte, je suis tout à fait bonne pour ça. Je suis très mauvaise en communication. Comment est-ce que je fais pour résoudre ce problème-là? J'ai décidé de communiquer vrai. Quand j'ai quelque chose à dire, je le dis, sinon je me tais. Donc voilà, là j'ai résolu ce problème-là. On est tous persuadés que recycler est la solution. Aujourd'hui, ça n'est plus une solution à long terme, le recyclage. Il faut vraiment éviter de créer le déchet. Et pour le carton, le plastique, c'est tout à fait faisable. Quelles sont les valeurs fondamentales, tes valeurs personnelles qui orientent ta démarche entrepreneuriale au quotidien? L'honnêteté, être honnête dans le produit qu'on propose, dans le message, ne pas mentir sur ce qu'on fait. Comment envisages-tu l'évolution de ton secteur et la place de l'Oupipak dans cette évolution? L'évolution de l'Oupipak, aujourd'hui, s'est orientée naturellement vers l'industrie, vers vraiment le B2B, alors qu'au départ, c'est vrai, moi, je développais une caisse réutilisable pour le e-commerce. Mais donc, nous, finalement, maintenant, on est appelés par les industriels qui doivent absolument faire des efforts et trouver des solutions pour remplacer l'usage unique dans leurs entrepôts, et on est là. Notre housse de palette va pouvoir remplacer des milliers et des milliers de mètres de film plastique. Aujourd'hui, on utilise le film plastique dans les entrepôts comme on utilise le papier toilette. On ne se pose même pas la question. Pourtant, l'impact de ça est énorme. L'impact négatif sur l'environnement est énorme. Et donc, je pense que c'est là, d'abord, qu'on a beaucoup de déchets à remplacer. C'est dans les entrepôts des entreprises. Et le e-commerce suit de toute façon, il fait partie aussi de la boucle. Eh bien, un grand merci Sylvie pour ce partage. Chers auditeurs, nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps. On se donne rendez-vous prochainement pour d'autres rencontres et d'autres doses d'inspiration. À très bientôt. Merci, au revoir.